Bonjour à tous et bonne année 2021. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Vincent Poulou, qui est le président de la FNIM et gérant de l'agence ERA à Saint-Jean-de-Luz. Alors je ne sais pas si vous nous avez suivis tout à l'heure, on a eu un petit problème de son. Ça va mieux, vous nous entendez, on vient de contrôler, tout est parfait. Vincent, je vous souhaite une excellente année 2021. Merci Wilfried, et je vous souhaite également une très très bonne année 2021 ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonne année, c'est le début, c'est le temps de se souhaiter les vœux. Plein de bonnes choses, dans l'immobilier notamment. Oui. Aujourd'hui, vous êtes gérant de votre agence à Saint-Jean-de-Luz, Oui. donc depuis 99. C'est ça, j'ai commencé l'immobilier après des études de droit, en tant que négociateur. Pendant un peu plus d'1 an, j'ai travaillé pour une agence franchisée ERA et après 14 mois d'activité, j'ai ouvert mon agence indépendante à Saint-Jean-de-Luz. Très bien. Et alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, puisque en direct, on peut les voir. Vraiment, ça nous ferait plaisir d'animer au maximum des questions sur l'immobilier, des questions, puisqu'on reçoit le président de la FNIM de 64 et 65. C'est le moment de poser des questions très techniques, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Puisque vous avez l'expérience de 20 années d'expérience. Alors, qu'est-ce qui vous a... vous avez créé en 99 et vous êtes passé sous l'enseigne ERA en 2012. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait de prendre cette enseigne-là? Alors là, en 2012, j'avais déjà 13 ans d'expérience et je voyais le métier évoluer. Donc j'ai pas voulu rester indépendant parce que je pense que la force d'un réseau, c'est de la communication et on voit bien aujourd'hui qu'on est entré, et on y va de plus en plus, dans un monde de communicants, de communication, et donc on est plus fort à plusieurs que tout seul. Alors après, le réseau ERA, c'est un réseau que je connaissais puisque j'y ai débuté dans l'immobilier. C'est un réseau, entre guillemets, familial, puisque la hiérarchie est très directe et très verticale, donc on accède facilement au PDG, au directeur, au staff commercial, à aux services juridiques, à toutes les personnes du staff national. Donc c'est très court, les chaînes sont très courtes. Donc je connaissais aussi des adhérents que j'appréciais beaucoup en tant que professionnel. Et ça m'a fait adhérer à cette franchise qui est une franchise à l'origine américaine, qui est née en 71 aux États-Unis et qui est dans la France, c'est le premier point d'importation en Europe. Oui, et puis François Gagnon, qui est le président d'Europe et de France, est bien connu, puisque avec son fameux papillon, on voit régulièrement de la publicité télé. Alors, 50 ans pour ERA, donc en 2021. ERA, ça veut dire quoi? Moi, je l'ai en anglais. Vous parlez anglais? Je parle anglais, mais très peu. C'est Electronic Realty Realty Associates. Associates. Ce qui veut dire en français groupe électronique des agences immobilières. Oui, parce qu'au début, ERA, c'était un moyen de communiquer entre agences immobilières. À l'époque du fax et même avant Oui, le fax, c'est ça. Ouais. ça a été puisque aux États-Unis, les agences pratiquent l'interagence, l'intercabinet depuis bien longtemps. Ils ont toujours pratiqué ce système de travail. Et ERA, c'était une boîte qui servait à communiquer entre agences. Alors vous parliez tout à l'heure de l'intercabinet, donc aujourd'hui il y a l'intercabinet entre agences ERA, bien évidemment, parce qu'il y en a 400 en France. Oui. Combien il y a d'agences ERA sur la région, enfin Pays Basque? Ici au Pays Basque, alors on va remonter c'est un peu plus, c'est les Pays de l'Adour, il y a 14 agences, nous sommes 14. Donc 14 points de vente, pardon, Oui. dirigés par des patrons, Par des en fait, patrons parce que c'est indépendants. des Nous franchises. sommes tous indépendants et nous D'accord, adhérons ouais. à une franchise, mais nous sommes tous des entreprises indépendantes. Donc complètement indépendantes. Vous Ah avez oui. adhéré à ERA donc, pour avoir cette force de frappe, j'allais dire, dans la communication. C'est ça. Et donc on parlera aussi bien évidemment de la FNIM, puisque vous êtes adhérent et président, mais aussi du fichier AMEPI. Alors, on en parlera vaguement, Ouais. puisqu'il y a Jérémy qui est le président du fichier AMEPI du Pays Basque, qui sera notre invité la semaine prochaine. Comment a évolué le marché immobilier depuis 1999 au Pays Basque? Alors au Pays Basque, il a évolué partout en France, il est sur la côte basque, j'en parlais un peu plus spécifiquement parce que je travaille à Saint-Jean-de-Luz, mais le marché immobilier a explosé depuis 1999, il a explosé en prix, en volume, donc c'est un marché très dynamique.
avec beaucoup de demandes qui sont bien supérieures à l'offre, et ce qui fait que les prix se tendent et les prix sont tendus, sont très hauts, très élevés sur la côte, parce que la demande est très forte. Et parce qu'on est dans une belle région aussi, vous la Ouais. connaissez bien, puisque vous êtes d'ici en fait. Oui, moi je suis originaire de Cibourg. Ouais. Après quelques années passées à Paris où j'ai fait mes études, je suis revenu pour travailler chez moi. Alors justement, si on parle de vos études en termes de recrutement aujourd'hui, est-ce que vous recrutez dans votre agence immobilière? Oui, je suis en recrutement là actuellement. Donc s'il y a des candidats qui n'hésitent pas à se rapprocher De votre agence qui est située de en face de la gare, qui est située à en face de la Saint-Jean-de-Luz. gare à Ouais. Saint-Jean-de-Luz, donc ils n'hésitent pas à venir nous voir. Nous sommes en phase de recrutement. Donc le recrutement se fait de façon quasi permanente, avec et on cherche des compétences, de la motivation surtout. C'est un métier où il faut être motivé, il faut aimer ce métier. C'est un métier, on y entre un peu par hasard, il n'y a pas de profil type, hein. On trouve de tout dans l'immobilier. Moi j'ai une formation de juriste, mais il y a des anciens restaurateurs, des anciens assureurs, des anciens commerçants, des anciennes professions libérales. Il y a vraiment de tout dans l'immobilier. On y vient par hasard, mais on y reste parce que c'est un métier de passion. Voilà, C'est un métier de d'accord. passion. Donc, Ouais. ceux qui restent, ceux qui évoluent dans ce métier, c'est un métier passionnant. Alors aujourd'hui, le jeune qui a 25 ans, qui est dans la restauration, qu'on a un petit peu marre des horaires et des soirées où il doit travailler, est-ce qu'il peut venir vous voir, mais est-ce que vous lui apportez une formation pour Bien sûr, il peut intégrer venir nous voir. Après, on va voir, on le sélectionnera pas sur ses compétences, parce qu'il n'en a pas, c'est du nouveau, mais on va le sélectionner sur sa motivation, son envie d'apprendre, c'est ça surtout. Il faut avoir envie d'apprendre, envie de faire découvrir, envie de satisfaire les clients, envie de donner de soi, parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Il ne faut pas croire que l'immobilier, l'argent tombe facilement, ça tombe de l'arbre, ça tombe du camion. Oui. Non. C'est un métier, c'est pas un métier difficile, mais c'est pas un métier facile. Il y a beaucoup de concurrence, il faut être tenace, il faut être très motivé. Et après, c'est passionnant parce qu'on rencontre des gens, des histoires humaines, des histoires, on voit de belles choses, d'autres moins. On voit des choses fantastiques, on voit aussi de la misère humaine. Hein. Oui, bien sûr. On voit vraiment de tout. On est Ouais. au cœur à côté des gens, on les accompagne. On les accompagne dans leur projet d'acquisition ou de vente et on est là quand les choses sont belles pour nos clients, dans des périodes belles, c'est-à-dire qu'ils achètent une résidence pour créer une famille, mais aussi on est là pour accompagner les gens quand il y a des drames, hein, ça arrive aussi. Ouais, donc c'est pas toujours C'est rose pas et toujours, vous ne gagnez pas obligatoirement votre argent facilement comme on peut le croire. Hein. C'est pas, non. Ceux qui c'est croient pas ça, comme il ça. vaut mieux faire autre chose. Et alors justement, pour revenir sur Saint-Jean-de-Luz, alors votre agence est physiquement à Saint-Jean-de-Luz, mais vous intervenez sur d'autres secteurs? Moi j'interviens sur toutes les villes périphériques à Saint-Jean, Cibourg, Urugne, Hendaye, Asquin, Saint-Pé, Guétary, Bidart. Voilà, donc tout le secteur pays de Saint-Jean-de-Luz. Ouais, c'est ça. Et alors justement aujourd'hui, si je veux vendre ma maison à Asquin par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une petite annonce entre particuliers, c'est plus facile pour moi, je vais gagner plus d'argent. Moi en tant que professionnel de l'immobilier, je vais vous le déconseiller. Il faut rendez-vous chez un agent immobilier qui a de l'expérience, un agent immobilier qui a une carte. Parce que vous savez que l'agent immobilier, c'est un titre protégé. Oui. Pour s'appeler agent immobilier, il faut avoir une carte d'agent immobilier qui est délivrée avant par les préfectures, aujourd'hui par les CCI, les chambres de commerce. Donc tout le monde ne peut pas se prétendre agent immobilier. On voit beaucoup de commerciaux, de gens qui s'intitulent agents immobiliers alors qu'ils ne le sont pas. Oui, parce qu'il me semble qu'il y a une arrivée massive de mandataires immobiliers, c'est bien ça? Donc ce n'est pas des agents immobiliers, il y a une carte professionnelle pour les agents immobiliers, un mandataire n'a pas de carte professionnelle? Un mandataire n'a pas de carte professionnelle, il travaille pour un titulaire de carte. Très bien. Et alors justement par rapport à ça, puisque le marché a beaucoup évolué, ERAS 50 ans, j'allais dire depuis 71, 400 agences immobilières en France, comment ERAS se projette dans ce marché, j'allais dire, avec des mandataires alors même si la transaction entre particuliers est complètement réduite, hein, on le voit sur les dernières années. Hein. La part de marché des particuliers est aujourd'hui à peu près de 30%, 30-35%, et la part des agents immobiliers est de 65-70%. Quand j'ai commencé, c'était à peu près 50% chacun. Donc on voit qu'au fil des années, la part du marché des professionnels augmente.
Donc c'est un métier qui se complexifie. Vendre aujourd'hui, les réglementations pour vendre un appartement ou une maison, c'est complexifié, il y a des choses à respecter, il y a des diagnostics, il faut connaître les règles d'urbanisme, de fiscalité, des règles de diagnostic, des règles de vente, hein, parce qu'on n'a pas le droit de communication, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité n'importe comment, il faut des mentions obligatoires, il y a des choses qu'il faut respecter. Donc aujourd'hui, ce que je conseillerais à un vendeur, c'est d'aller voir un agent immobilier, de faire faire avec lui, de faire faire une estimation de son bien, d'écouter l'avis de l'agent immobilier, surtout s'il y a de l'expérience, qu'il est bien implanté sur son secteur, qui a l'expérience du temps, qui sait très bien, en fonction de l'implantation du bien, de sa configuration, il va savoir vous donner une fourchette de prix dans laquelle le bien va se vendre. Et faites-vous accompagner, c'est beaucoup plus simple, et essayez de vous faire accompagner par des gens, par des agents immobiliers professionnels qui vont être capables de rédiger un compromis de vente derrière et qui vont être capables de vous accompagner jusqu'au bout. Oui, parce que justement, si vous parliez de loi tout à l'heure, si j'ai bien compris pourquoi les lois se sont renforcées, c'est qu'il y a aussi de l'arnaque. C'est-à-dire que quand je vendais ma maison avant, je pouvais avoir des vices cachés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Non, c'est pas différent. Les vices cachés, ils ont toujours été. Ouais. On a toujours une protection contre les vices cachés, mais la législation s'est renforcée parce que c'est pour la protection du consommateur. Aujourd'hui, on ne vend pas. Et vu l'augmentation en plus des prix de l'immobilier, il faut être sûr de ce qu'on achète, il faut avoir des vérifications techniques, c'est pour ça qu'il y a des diagnostics, des vérifications juridiques. Il y a les notaires aussi qui font leur part du travail et qui une fois que le compromis est signé chez l'agent immobilier, ils vont poursuivre les démarches de vérification auprès des hypothèques. Et donc le bien qui va être acquis par un acquéreur, il sera certain de sa teneur, de sa contenance, de son contenu, de ce qui existe. Bon, il y a toujours le risque de vice caché, mais bon, c'est rare, c'est rarissime. D'accord, ouais. Alors, en tant que président FNAIM, alors c'est vrai que tout le monde connaît, j'allais presque dire, parce qu'il y a, c'est le président Jean-Marc Torelion qui disait l'autre fois que 82% des Français connaissent le cube jaune. Le cube jaune est connu, la notoriété c'est ça, c'est 82% des Français connaissent le cube jaune de la FNAIM. La FNAIM est un réseau. On le voit, hein, on l'a mis sur l'écran. Hein. La FNAIM n'est pas un réseau, c'est un syndicat professionnel, donc à ne pas confondre avec un réseau de vente. C'est pour ça qu'on peut adhérer à être franchisé chez ERA et être adhérent de la FNAIM. D'ailleurs, sur ce sujet, on va vous mettre une petite vidéo qui explique un petit peu plus clairement, pour ceux qui nous regardent, une petite vidéo de la FNAIM. À tout à l'heure. Vendre, louer, gérer, qui peut faire entrer dans un spot TV de 20 secondes autant de services? La FNAIM, première organisation professionnelle de l'immobilier avec plus de 10 000 agences en France. La Fédération nationale de l'immobilier vous accompagne en toute sécurité et vous donne rendez-vous sur fnaim.fr pour consulter plus de 400 000 annonces. Donc la FNAIM, c'est la première organisation des professionnels de l'immobilier. Combien il y a aujourd'hui d'agences? Premier syndicat, pardon. Combien il y a d'agences aujourd'hui qui adhèrent à la FNAIM? Aujourd'hui, on doit être à peu près à 8 000, 9 000 agences. 8 000, 9 000, hein, je crois que c'était les anciens chiffres, il me semble que ça arrive plutôt à 10 000, puisqu'il y a eu 866 nouveaux adhérents en 2020. Alors, 2020, c'était une année particulière, hein, tout le monde l'a remarqué. Ça a été une année particulière avec la Covid, ça a été une année particulière pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de commerçants, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de particuliers, beaucoup de salariés. Et la FNAIM a beaucoup œuvré pendant le premier confinement et le deuxième pour défendre les intérêts de la profession, bien sûr, parce que on a été impacté, la profession a été impactée par la crise sanitaire, hein, puisqu'on va avoir à peu près 20% de ventes de moins qu'en 2019. Donc 20% de ventes en moins, c'est énorme. Donc ça impacte les entreprises. Donc le FNAIM a été là pour nous soutenir, pour sauvegarder nos intérêts, bien sûr, sauvegarder les intérêts des commerçants, des entrepreneurs. Donc il y a eu effectivement beaucoup de chefs d'entreprise dans l'immobilier se sont rendus compte que d'être soutenus par une organisation syndicale, c'était important. Donc il y a eu des adhésions. De ce fait, il y a eu des adhésions.
beaucoup plus importante. Et alors vous, en tant que président FNIM, vous représentez combien d'agences immobilières au Pays Basque? Alors aujourd'hui, au Pays Basque, nous représentons Pays Basque nous avons fusionné. Avant, il y avait les deux chambres, Pays Basque et Béarn et Bigorre. Voilà, d'accord. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, il n'y a plus qu'une seule chambre, donc nous sommes plus de 250 adhérents. Donc 250 agences aujourd'hui Oui. qui adhèrent à la FNIM. Oui. Qu'est-ce que ça apporte aux acquéreurs et aux vendeurs? Alors il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi le syndic, je crois. Oui, il y a le syndic, il y a les administrateurs de biens, il y a la location saisonnière. Il n'y a pas que la transaction dans l'immobilier, il y a plusieurs métiers. Et il y a aussi des diagnostiqueurs, des experts. En fait, la FNIM se fait entendre auprès de l'État, si j'ai bien compris, puisque l'exemple des locations saisonnières en montagne, ça leur a permis aujourd'hui d'avoir des indemnités, parce qu'évidemment, il n'y a pas de... Aujourd'hui, les agents immobiliers de montagne qui pratiquent l'activité touristique, alors ça impacte plus les stations d'altitude, les stations hivernales, puisque nous, on a été moins impactés, parce que nous pratiquons aussi de l'activité touristique au Pays Basque. Mais notre saison, elle est passée, elle a été plutôt bonne. Mais par contre, la saison dans les montagnes est difficile, les stations sont fermées. Donc la FNIM a œuvré auprès des pouvoirs publics afin que les agences soient intégrées dans le dispositif de soutien aux professionnels du tourisme. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et vous, votre rôle donc, au Pays Basque, aujourd'hui, parce que vous êtes concerné par les locations saisonnières, quel est votre rôle en tant que président de la FNIM? Alors aujourd'hui, au Pays Basque, on est impacté par les... alors, nous avons, puisqu'on va maintenant en Béarn et Bigorre, donc nous avons des adhérents qui pratiquent la location saisonnière en montagne. Donc eux, oui. ça va leur permettre d'obtenir des aides alors il y a des critères, il faut avoir perdu plus de 50% du chiffre d'affaires au mois de décembre, plus d'autres petits critères de taille d'entreprise, mais ça va leur permettre de toucher des aides, de percevoir des aides de l'État. Très bien. Et pour revenir sur le Covid, puisqu'on est protégé, il y a un plexiglas entre nous, bien évidemment, on respecte les gestes. Aujourd'hui, il y a une agence sur 3 qui adhère à la FNIM en France. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est ce que je vous disais, d'adhérer à un syndicat qui défend les intérêts d'une profession. C'est intéressant pour tous les chefs d'entreprise, mais pour toutes les professions. Aussi bien, il existe des syndicats pour défendre l'intérêt des salariés. Pour les gens qui sont salariés, c'est important d'être défendu. Mais pour le côté entrepreneur, c'est aussi important d'avoir des gens qui défendent, des syndicats qui défendent nos intérêts, parce que nous sommes... comme tout le monde, et des fois on n'est pas d'accord avec les gouvernements successifs ou avec les consommateurs, et des fois on essaie de protéger nos intérêts, mais qui sont aussi les intérêts des consommateurs. Nos intérêts sont les intérêts des vendeurs, des acheteurs, des propriétaires dans les copropriétés, des propriétaires qui donnent les biens à louer aux administrateurs de biens. Donc nos intérêts sont aussi les intérêts de nos clients. Alors, justement, pas croire qu'on défend notre précaré au détriment des clients. Non, c'est pas ça. D'accord, mais alors justement, donc aujourd'hui, il y a une agence sur 3 qui adhère. Vous conseillez un client, qui veut vendre, acheter, louer, syndic, etc. Il vaut mieux qu'il se dirige vers une agence FNIM qu'une autre? Moi, je ne vais pas vous dire le contraire, parce qu'aujourd'hui, la FNIM, on essaie aussi de prôner une certaine éthique dans le travail. Et on ne fait pas que défendre, comme je vous disais, on ne fait pas que défendre les intérêts des entrepreneurs, on défend aussi les intérêts de nos clients. Nous avons un code de déontologie qui est applicable et qui est appliqué à la FNIM. Alors, ça évite pas des fois des maladresses, des couacs, ça peut arriver, mais on est toujours là pour essayer de trouver des solutions, des terrains d'entente et de régler les problèmes quand ils apparaissent. Et justement, en cas de litige sur une transaction, il y a, j'imagine, une commission à la FNIM qui permet en cas de litige dans une transaction ou dans la gestion d'un bien, il y a bien sûr une commission de litige et un particulier qui se plaindre d'un adhérent peut nous écrire. Et on essaie de trouver, déjà d'entendre toutes les parties et de trouver un terrain d'entente pour régler le problème. Donc en fait, c'est une sécurité supplémentaire pour le particulier, j'allais dire. Oui. C'est bien une sécurité, le fait d'aller vers une agence avec ce fameux cube jaune, plus qu'une autre agence. Est-ce qu'ils adhèrent tous à un syndicat
Est-ce Alors, c'est une l'adhésion à un obligation syn- ou pas? l'adhésion à un syndicat pour un agent immobilier n'est pas obligatoire. D'accord. Moi, je le regrette. Je préférerais que nous ayons une obligation d'adhérer à un syndicat professionnel. Ça implique des obligations, des devoirs, après aussi des intérêts de défendre notre profession. Et plus on est nombreux, plus on se fait entendre. Alors justement, sur ce sujet, donc, puisque vous êtes franchisé donc, de ERA, d'accord, qui a participé aussi au lancement du fichier AMEPI. Quelle est la différence entre tout ça, en fait, pour éclairer le fichier AMEPI, par exemple? Alors, on va en parler la semaine prochaine, hein, mais c'est Ouais. quoi vraiment le Le fichier fichier AMEPI? AMEPI, là aussi, c'est pas un réseau, c'est pas un syndicat, c'est une méthode de travail. C'est une méthode de travail. Quand vous confiez votre mandat à vendre chez un agent immobilier adhérent au fichier AMEPI, en exclusivité uniquement, bien sûr, il faut savoir que votre bien est diffusé dans l'ensemble des agences adhérentes à ce fichier. Ici, au Pays Basque, il y a deux fichiers AMEPI, un qui est Saint-Jean-de-Luz Sondail, l'autre qui est le BAB. Et nous avons des interconnexions, nous avons un outil de travail extranet qui nous permet de voir, d'accéder à tous les mandats de tous nos confrères. Quand on a créé, à l'origine, avant l'AMEPI, il existait deux modes de travail. Il y avait le SIA qui était un peu l'émanation de la FNAIM et il y avait le FFIP qui était l'émanation d'agences en réseau. Et tout ça a fusionné pour créer l'AMEPI. Mais il faut savoir que quand moi j'étais à l'origine de la création du SIA sur la côte basque, nous étions 28 agences et nous avions un mandat exclusif. Ah oui, combien? Un. Ah oui. Ah oui, oui. C'était juste. Aujourd'hui, sur la côte basque, entre le BAB et Hendaye, on doit être 150 agences, ou peut-être même un peu plus, et on a plus de 3000 mandats. C'est vrai qu'on a cette évolution, et j'imagine que vous l'avez vécu depuis 1999. Alors déjà, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, je confie un mandat à une agence ERA, elle est dans le monde entier, puisqu'en fait, elle est à travers 2300 agences immobilières. Elle est dans le fichier AMEPI, donc si c'est en exclusivité, elle est sur la France entière. Toutes les agences peuvent vendre mon bien. Et le fait que vous adhérez à la FNAIM, mine de rien, vous avez aussi un site FNAIM, hein, donc ce véhicule. On parle beaucoup d'exclusivité. En fait, c'est un marché aujourd'hui où, depuis 1999, il y a cette grosse évolution. Les agences, en fait, demandent de plus en plus. Si je vends, je dois le confier plutôt en exclusivité. Oui. J'ai un avantage, moi, en tant que particulier, de vous confier l'exclusivité? Oui, il y a plusieurs avantages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'exclusivité pour une agence, puisque, comme je vous l'expliquais, quand vous confiez votre mandat en exclusivité à une agence au Pays Basque, en fait, vous le confiez à vendre à peu près 200 agences. Oui. Donc en réalité, c'est plus vraiment une exclusivité. Par contre, vous n'avez qu'un seul interlocuteur. D'accord. C'est votre agent à qui vous avez confié le bien. Donc, plutôt qu'avoir une multitude d'interlocuteurs qui vont peut-être vous polluer ou vous paralyser votre temps parce qu'il y aura des visites de tous les côtés, vous n'avez qu'un interlocuteur. Et derrière, il faut savoir aussi que le client acquéreur, il cherche à avoir une offre globale. Aujourd'hui, quand on est consommateur, quand on achète de l'immobilier, qu'on achète une machine à laver ou que sais-je, ben c'est bien le système Amazon. Hein. Amazon, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils regroupent toutes les offres et ils vous les donnent. Et bien, la MEPI, confier un mandat en exclusivité à un adhérent au fichier MEPI, c'est un peu confier votre bien à vendre à quelqu'un qui va avoir l'offre globale. Et quelqu'un qui achète, il a envie d'avoir. Alors il choisit en fonction de la notoriété, le feeling, il choisit l'agence dans laquelle il va rentrer, et il rentre dans une agence, et à partir de là, il va pouvoir accéder à tout le fichier. Alors justement, donc, ça évite aussi à l'acquéreur de faire le tour des agences. Oui, voilà, c'est dans un sens. Donc, plus clair que... C'est plus clair aussi, et c'est plus clair pour le vendeur. C'est vrai qu'avant, une exclusivité, c'était uniquement et pour le vendeur. C'est une exclusivité, c'était uniquement dans une agence. Aujourd'hui, elle se retrouve partout. Alors, est-ce que toutes les agences FNAIM adhèrent au fichier AMEPI, par exemple? Toutes les agences FNAIM n'adhèrent pas au fichier AMEPI, je regrette. Il faudrait que ce soit systématique. C'est comme l'adhésion à un syndicat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Alors après, il y a des niches, il y a quelques agents qui sont spécialisés dans le très haut de gamme. Ça, c'est encore autre chose, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'offre globale, c'est le système vers lequel on va évoluer
on va évoluer et ça va évoluer dans ce sens-là dans les années à venir. Donc en fait, l'agence on a déjà beaucoup évolué, mais ça va aller encore plus loin. L'agence, elle a le choix, en fin de compte, de faire ce qu'elle veut, quoi. Elle adhère à un syndicat ou pas, c'est aux particuliers de se diriger ou pas vers... Nous sommes des commerçants indépendants et nous faisons nos choix de gestion, nos choix d'entrepreneurs. Alors justement, vous, en tant que président FNIM, parce que vous représentez plus de 200 agences sur la région, qu'est-ce que vous pensez justement de ces mandataires qui se développent? C'est incroyable, on en voit de plus en plus en France. D'ailleurs, c'est un conflit, j'allais presque dire, entre les agents immobiliers et les mandataires. Comment vous voyez cette arrivée de mandataires positive, puisque le marché d'un côté de la transaction entre particuliers est réduit, est-ce que c'est pas positif? Alors, l'arrivée, j'en parlais, c'est de nouveaux acteurs sur le marché immobilier. Ils sont apparus il y a quelques années, ils sont en plein développement, comme le marché aujourd'hui est en plein développement. C'est un système de concurrence professionnelle, hein. C'est pas de la concurrence déloyale, mais on a vécu ça un peu comme, enfin, entre guillemets, pas une agression, mais on a vécu ça au départ comme une concurrence déloyale. Bon, les choses évoluent. Aujourd'hui, ils sont là, ce sont des mandataires qui sont rattachés à des agences immobilières. Il faut savoir que ce ne sont pas des agents immobiliers, ce sont des agents commerciaux. Alors certains s'intitulent sur Facebook, dans les réseaux sociaux, s'intitulent agents immobiliers. Ils ne sont pas agents immobiliers, ça c'est clair. Donc à ce titre-là, ils n'ont pas de garantie. Les garanties, ça va être leur agent immobilier qui se trouve, il n'y en a pas ici, le réseau de mandataires, il n'y a pas de tête de pont dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc il y en a les grosses, c'est Melun, c'est Paris, c'est Montpellier. Voilà, les gros, ils sont là-bas, ils ne sont pas ici. Donc, ils sont rattachés à des agents immobiliers, des porteurs de cartes, qui sont dans ces départements-là. On a un petit souci, c'est que ces gens-là, ils ne sont contrôlés par personne, puisque pour les contrôleurs, c'est la DGCCRF qui contrôle la répression des fraudes, qui contrôle ici les agences dans les Pyrénées-Atlantiques. Et pour la DGCCRF, ces gens n'existent pas, puisqu'ils ne sont situés sur les Pyrénées-Atlantiques, même si c'est auto-entrepreneurs, parce qu'ils ont une société. Ils ont une société, mais ils ont une société agent commercial. Donc ils sont agents commerciaux pour une... C'est impossible à la DGCCRF d'aller contrôler... Ce qui enlève la sécurité. En amont, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des contrôles derrière, parce que si un consommateur se plaindrait des agissements d'un agent commercial mandataire, il irait se plaindre à la DGCCRF. Et la tête, le siège serait contrôlé. Mais voilà, c'est des petites choses qui, je pense, dans l'avenir se régleront. Il faut que tous on évolue dans le même sens et que ça aille dans l'intérêt du consommateur. Alors aujourd'hui, ils sont là, ils occupent le marché, ce sont des professionnels et il faut les respecter en tant que tels. Maintenant, il faut aussi qu'ils appliquent, qu'on joue avec les mêmes règles du jeu et bon, j'espère qu'on va tendre vers cela. Et justement, la FNIM, donc, elle en pense quoi? Est-ce que les mandataires peuvent, enfin les têtes les sièges, est-ce qu'ils peuvent adhérer à la FNIM? Oui, alors il y en a quelques-uns qui adhèrent très peu, mais il y a déjà des têtes de réseau qui adhèrent à la FNIM. Ouais. D'accord, donc la FNIM n'est pas contre, mais avec des règles identiques pour les mêmes. Officiellement, n'est pas contre. N'est pas pour non plus, puisqu'on est en train d'évoluer et peut-être que dans les mois ou les années à venir, ils seront intégrés définitivement à la FNIM. Bon, il y en a déjà, mais il faut qu'il y ait quelques verrous qui sautent encore et dans l'avenir, je pense qu'on les verra adhérer au syndicat. Très bien. Mais tout ça, il faut que ça aille dans l'intérêt et de la profession et des consommateurs. Oui, voilà. Il faut toujours préserver ces deux intérêts. Donc en même temps. La FNIM est quand même garant de ça, parce qu'ils ont affaire avec l'État régulièrement, on le voit, sur le ministre du Logement, Nous etc. sommes des interlocuteurs privilégiés des ministres, chaque fois qu'ils viennent. Mais la dernière fois que le ministre du Logement est venu, elle a souhaité nous rencontrer. Voilà. Et sur le terrain, on est des interlocuteurs privilégiés, et à Paris aussi. Donc on est écouté. Alors, on est respecté, des fois pas entendu, comme toujours. Oui, bien sûr. Bon, mais ils nous écoutent. Alors après, des fois, on se fait pas entendre ou pas assez, mais bon, c'est la loi du genre. Oui, c'est normal, quoi. C'est normal.
Et justement, quand elle est venue la dernière fois, donc c'est pour quelle situation? Elle est venue fin août, c'était pour voir un peu les évolutions de logement, les problèmes de logement au Pays Basque et sur la côte basque en particulier. Et puis il y avait des entretiens de BUNUS qui sont un colloque qui se passe à l'intérieur du Pays Basque et qui a lieu une fois par an. Et en général, les ministres du logement ils viennent. Donc elle a profité de ce déplacement pour rencontrer les acteurs du logement au Pays Basque. Et justement, sur les logements au Pays Basque, le problème, c'est quoi le problème? Le logement au Pays Basque, le problème c'est... Alors, il y a différents problèmes, hein, mais le problème de la côte, c'est les prix qui sont très élevés et qui rendent l'accès au logement assez difficile. Alors, tant au niveau de l'achat que de la location. La location, sur la côte, on est concurrencé. Enfin, il y a de l'activité touristique saisonnière. Donc, il y a beaucoup de logements qui sont mis à disposition des touristes, ce qui est normal dans les régions touristiques. Et donc, ça retire du logement à la location à l'année et ça crée des problèmes. Mais bon, il ne faut pas blâmer ni les professionnels du tourisme, ni les propriétaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et moi je cite souvent ça en exemple, mais il faut savoir qu'un propriétaire qui donne son bien en location saisonnière sur la côte basque, s'il fait classer son bien, il a 71% d'abattement fiscal sur ses revenus fonciers, alors que quelqu'un qui donne son logement à la location à l'année, eh bien, il paye des impôts sur le premier euro touché. Ah oui. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. Oui. Ah oui, donc ça aide pas du tout, quoi. Et ça va se faire. Ah ben non, c'est pas prévu. Ah oui, d'accord. Moi, ça fait des années que je le dis, que je le répète. Donc là, vous battez-vous en tant que président de la FNAIM oui, pour ça, j'imagine. Oui, parce qu'on essaie souvent de nous rendre responsables de la situation immobilière et du logement au Pays Basque, mais sachez qu'on n'est que des accompagnants, on est des intermédiateurs, on n'a pas de pouvoir de décision, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Nous, on exécute, et on a des clients donneurs d'ordre qui sont les bailleurs, on a des clients consommateurs en face, et voilà. Nous, on est des exécutants, on fait l'intermédiation, on met les gens en relation et on les met d'accord entre eux. Et voilà, notre rôle s'arrête là. Maintenant, on est aussi une force de proposition. Je regrette qu'on ne soit pas associé aux différentes réunions, alors même si on l'est de plus en plus, mais pas assez, pas entendu, aux différentes réunions et de prospectives qu'il peut y avoir sur le logement, que ce soit ici au Pays Basque ou ailleurs. Localement, on a du mal à se faire entendre. Mais pourtant, on a de bonnes idées. On est quand même la seule profession, quand on parle de logement, alors on peut en parler de loin, mais nous on en parle de près tous les jours. Oui. Nous on est confrontés. Voilà. Alors on dit peut-être que les logements sont chers, les logements sont chers à la location, il n'y a pas pour les locaux, ils sont chers à l'achat, mais les jeunes qui veulent se loger, ils viennent nous voir, on les a en tant que clients, et vous savez, dire non en permanence à des couples de jeunes qui veulent acheter et qui ont des budgets sont toutes raisonnables pour acheter, mais leur dire qu'ils ne peuvent pas ou leur dire qu'ils ne peuvent pas jouer, c'est pas très rigolo, c'est pas marrant. Mais vous pensez que ça peut baisser nous incombe, donc nous les clients on les a en face. Et alors ça peut baisser si ça continue comme aujourd'hui, ça ne baissera pas. Il y a 3000 personnes qui viennent vivre au Pays Basque tous les ans en plus, l'augmentation de population. Tous les 2 ans, ça fait une ville comme Cibourg. Je vous laisse imaginer que c'est plus le tourisme, plus la qualité de vie, on a vraiment envie de venir ici. Et sachant qu'on veut de moins en moins construire, après les miracles... c'est de quoi le miracle alors? Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est quoi je veux dire, les jeunes aujourd'hui Je pense que ce n'est pas un surtaxant de 20%, une présence secondaire ou les taxes locales, ça ne va rien changer. Quelqu'un qui a les moyens d'acheter sur la côte basque un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà, si on lui augmente de 200 ou 300 euros sa taxe d'habitation tous les ans, ou même 400 euros, ben il la paiera. Il paiera et peut-être que ces 400 euros, ben, ils iront pas dans les poches des commerçants. Et voilà, il économisera certainement sur sa consommation locale, mais pas sur les Est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune couple là, qui a un enfant en bas âge, qui a envie de devenir primo-accédant, c'est quoi la meilleure méthode? La meilleure méthode, c'est comme on va faire comme les gens, les personnes qui vivent dans les grandes villes, comme
Paris, des villes qui sont très chères depuis longtemps. Et il faut acheter des petites surfaces le plus tôt possible et revendre et racheter un peu plus grand. Parce que le gap entre être locataire n'a rien à voir et après être propriétaire d'un 3 pièces, il est énorme. Donc en fait, il vaut mieux acheter un petit volume, peut-être même à l'extérieur de la côte, parce que... Alors aujourd'hui, voilà, si on recule, on va trouver des prix beaucoup plus accessibles. Après, il y a d'autres inconvénients. Ou partir. Partir, oui, mais bon... Partir loin. Oui, on peut partir loin, mais on souhaite à personne. Les gens qui sont au Pays Basque, qui veulent vivre ici, surtout s'ils peuvent vivre, s'ils ont une activité, un emploi, et autant vivre chez soi qu'aller vivre ailleurs. Hein. On est bien au Pays Basque. Donc maintenant, pour y vivre, pour se loger, c'est compliqué. Alors il y a aussi les solutions de l'accession en propriété par les organismes sociaux qui existent. Qui a d'ailleurs augmenté sur qui augmentent leur volume, qui sont là, qui proposent aussi des solutions, ils font leur part du travail. Sur les parts des promoteurs, en général, maintenant, de plus en plus, il y a... Mais justement, ces logements sociaux, comme vous dites, mais si eux, ils payent moins cher, les autres, ils vont payer plus cher, etc. Mais la répercussion du prix, elle se... voilà, donc il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui paye à la fin. Ben voilà, c'est ça. Si dans les logements sociaux, maintenant, les maires imposent un quota de logement social dans les nouvelles promotions de construction, mais évidemment que ce qui est vendu à moindre coût à certaines personnes, il est répercuté sur les autres, fatalement. Comment ça va se passer là, sur les 10 prochaines années? Sur les 10 prochaines années, moi je ne vais pas regarder aussi loin, parce qu'on sort quand même d'une année compliquée. On rentre dans une année compliquée qui va être, je pense, compliquée au niveau et sanitaire, en espérant que ça se règle avec la vaccination, et économique. Le retour de bâton de la crise sanitaire, je pense qu'on va l'avoir en 2021. Ça a impacté le domaine de l'immobilier? Aujourd'hui, il y a eu moins de transactions ça n'a pas impacté. Ouais. Il n'y a pas eu moins de transactions, je veux dire. Si, il y en a eu moins forcément, parce qu'on a eu quand même 2 mois sans activité, plus de 2 mois sans activité, donc ça a impacté. Maintenant, le volume, ça a impacté en volume. Mais l'immobilier, on a quand même réussi à sauver les meubles, comme on dit, en 2020. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, il y a eu beaucoup de ventes quand même? Il y a eu beaucoup de ventes. La sortie du confinement, avant le confinement, c'était une très bonne période. La sortie du confinement a été très bonne en termes de transactions, de ventes. Maintenant, on était encore en 2020. Maintenant, on arrive en 2021. Le marché est toujours bon, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas de boule de cristal. Et me projeter à 10 ans, alors je peux faire la prospective, et la prospective c'est quoi? Les choses dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un beau pays, qu'il y fait bon vivre, on est tous fiers de vivre ici, de ce pays, et que c'est un pays attractif. Donc il y a des gens qui sont extérieurs à la région qui vont continuer à venir pour vivre ici à l'année. Et il y a aussi les gens qui viennent en tant que touristes, qui sont là de passage et qui profitent de notre région et des atouts touristiques de notre région. Donc ça va continuer. Ça veut dire que il y a un besoin de logement qui est fort sur la côte. Et je parle de la côte, je ne parle pas de l'intérieur, sinon, et c'est le même dans l'intérieur, 10-15 km, c'est pareil. Ça s'est développé, quand je regarde du Staritz, avant il n'y avait quasiment pas de résidence, il y en avait, mais pas... Staritz, ça fait voilà, c'est incroyable. C'est le pays, c'est le coin où achètent les gens de la côte, qui ne peuvent plus acheter sur la côte. Bien sûr, ouais. Alors après, ça implique pour les collectivités territoriales des problèmes de logistique, de transport. C'est le moment d'acheter là? Ouais. On ne sait jamais en fait. On ne sait jamais. Ouais. Comme c'est le moment de vendre. On ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que les prix montent. Mais moi, ça fait 21 ans que je suis agent immobilier. Ça fait 21 ans que les prix montent. Oui, voilà, avec des paliers. Il y a eu quelques paliers à la baisse dans les années en 2008, après en 2011. Il y a eu des paliers à la baisse. Ça a baissé un peu, mais l'augmentation a repris derrière. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je dirais oui, c'est toujours le moment d'acheter. Alors après, si vous achetez en pensant faire une grosse plus-value
dans les 2 ans qui viennent, ça je peux pas vous le garantir. Ouais, c'est un Par peu contre, le hasard, quoi. si vous achetez aujourd'hui, que vous allez revendre dans 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, je pense que vous ne perdrez pas d'argent. Sur le marché de Saint-Jean-de-Luz, il y a quoi? Il y a beaucoup d'appartements, il y a des maisons, j'imagine. Il y a plus d'appartements que de maisons. Voilà, des grandes surfaces, non? Il y a quand même des belles surfaces là-bas. Il y a des belles surfaces, mais après, c'est pas non plus des, Ouais. c'est pas des 200 mètres carrés, un appartement 300 mètres carrés ou 250. Voilà, c'est le gros du marché, c'est entre 60 et 75 mètres carrés, 80 mètres carrés. Ceux qui achètent justement à Saint-Jean-de-Luz, est-ce que c'est des locaux ou plutôt des gens de Il y a de l'extérieur? tout, il y a de tout. Ouais, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Comme je vous dis, c'est 50% de résidences secondaires. Donc il y a 50% Donc de... déjà, il y a 50%, donc on dit 14 000 habitants, mais 50% de résidents. Mais quand il y en a qui achètent, vous avez quoi? Une vente sur deux, c'est des gens de l'extérieur ou c'est encore des C'est à locaux? peu près ça. Ah oui, une vente sur deux. Oui. En gros, 50% des gens qui achètent en ce moment à Saint-Jean-de-Luz, c'est des gens qui viennent de Paris ou Oui, des grandes villes. Alors qui achètent une résidence secondaire. Souvent. Oui, souvent, ou alors qui viennent habiter. D'accord, aussi. Qui Ouais. viennent y vivre, qui viennent prendre leur retraite ou qui viennent y vivre. Il y a aussi des actifs qui D'accord. viennent travailler ici. Alors, et là, on a vu avec la crise sanitaire, il y a une évolution, et l'évolution, elle ne fait que commencer sur le travail à distance, sur le télétravail, aujourd'hui, on n'est peut-être plus obligé d'être physiquement quelque part pour pouvoir travailler. Et justement, sur le marché du Pays Basque, alors vous êtes à Saint-Jean-de-Luz et vous travaillez sur l'autre secteur, mais le bon marché, j'allais dire aujourd'hui, c'est où ça évolue beaucoup, où c'est impressionnant. La plus grosse progression, j'allais presque dire, de prix, ça se situe aujourd'hui sur le Pays Basque. À Saint-Jean-de-Luz, c'est une ville très chère, comme Biarritz. Ouais. Donc Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, Ah oui, c'est c'est des là où villes, ça va vraiment explosé c'est les encore villes plus. les plus Ouais. chères. Et l'arrière Alors, du Pays Basque, hein, Mais c'est toujours pareil, on arrive aussi à Saint-Jean-de-Luz à trouver des prix un peu plus attractifs. Bon, si on parle du front de mer, on est à combien du mètre carré? front de mer, on est entre 10 et 15 000 euros le mètre carré. Front de mer. Voilà. Front de mer, Sur, oui. sur la baie, là, j'ai. Ah oui, front de mer, oui, c'est le minimum. Et après, dans Saint-Jean-de-Luz, il y en a même qui sont vendus plus cher. Ah Après, Saint-Jean, c'est aujourd'hui, Saint-Jean, l'hypercentre, c'est entre 6 et 8. en 6-8 000 euros le mètre carré. Ouais. D'accord. Donc on arrive sur c'est des prix. Ouais. Et vous avez connu à combien, vous, le mètre carré en 2000 là? C'était. Ah ben, moi, j'ai connu le marché, c'était pas. Non, on parlait de 1500 euros, c'était. Non, c'était 1500, ouais, 2000 euros. Quoi. Non, c'était 2000 francs. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc là, vous avez connu. Oui. Oui, 2000, 3000. C'est dingue. 3000 francs. Ouais, voilà. 3000 francs, Ouais, 3000 francs, c'était cher. C'était du correct. Ouais. Oui. Parce que quand on dit 6 000 euros, c'est. Ouais. Fois 6, en ça fait francs, 42. Ça fait en... 42 000 francs. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Et c'est pas fini parce qu'en fait c'est C'est pas concentré, fini. donc de toute façon il n'y a pas de construction de réaliser. C'est un vraiment petit sur marché, Saint-Jean-de-Luz. il y a peu de constructions neuves. Ouais. Elles absorbent tout juste. Alors, les constructions neuves, elles vont absorber quoi? Elles vont absorber peut-être le flux migratoire, l'augmentation du flux de la population, et puis c'est tout. Donc après, il y a les résidences secondaires, il y a les divorces, il y a il y a tout le reste. Tout le reste qui fait que le besoin en logement est... Donc là il y a une pression sur Saint-Jean-de-Luz évidente. Oui, sur la côte, sur les on années à peut parler de venir, la quoi. côte. Ouais. À part Bayonne qui a beaucoup construit, Bayonne qui n'a pas il n'y a pas ce taux de résidence secondaire à Bayonne. Bayonne, on doit être à 10% de résidence secondaire. D'accord, ouais. Donc, mais c'est vraiment la côte. Après, derrière, ça change. Vous avez des adhérents arrière Pays Basque? Oui, on est Ouais. les Pays Basques. Et alors, comment ils... Alors, l'arrière Pays Basque, c'est pas du tout le même marché. Il est déjà beaucoup moins cher, mais on a aussi des adhérents à Moléon, on a des adhérents... Ouais. Et là, l'Ansoul, évidemment, c'est pas le même marché. On a des adhérents à Oloron, on a des adhérents en Béarn. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Pays-Atlantiques sont des départements les moins chers de France. Ah oui. Quand on dit ça sur la côte, Ah oui, c'est sûr. paradoxal, hein. Oui, comme quoi... Oui, d'accord. oui, Ouais, c'est fou. Si vous allez acheter à Oloron... La moyenne du mètre carré, c'est la moins chère Oui. de France, quoi. D'accord. Il doit être dans les 4 départements les moins chers de France. Donc en fait, si je peux avoir des projets un petit peu plus loin, 20 km, 25 km, oui, c'est réalisable quand même. Là, c'est réalisable. Oui, Voilà. dès qu'on quitte Tout le monde ne la peut côte. pas Mais être non après- plus dans le 16e. Hein, Exactement, mais après, le problème, c'est que quand on est jeune avec une famille, Ouais, de travailler à l'endroit, de vivre à 25 km, si on est deux, ça fait oui, ça fait, fait des frais supplémentaires. ça fait 50 km de voiture. Si la faute de voiture, c'est 100 km de voiture Ouais. tous les jours. Si on a des enfants, il faut des infrastructures de garde,
de sport. Ouais, voilà, donc ça pose des Ouais, problèmes. puis on n'est pas une ville comme Non, on mais- peut connaître, il n'y a pas le périph' autour, donc on a Non, de la non, côte, non. c'est limité, voilà, Non, quoi, non. c'est un peu le... Non, après, voilà, c'est des problèmes structuraux, les élus territoriaux, ils travaillent, mais c'est pas facile, la tâche n'est pas simple pour eux non plus. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce que la Ouais. solution miracle n'existe pas, de faire baisser les prix ou d'avoir des prix en baisse pour tout le monde. Alors, hein, il y a beaucoup d'initiatives locales ou municipales d'acteurs sociaux qui font que bon, on arrive à avoir des solutions, quelques solutions. Ouais. Voilà, mais bon, c'est vraiment... Très bien. c'est peu. c'est Bon, en peu tous les cas, enrôlé. merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Bah Vincent? non, je crois qu'on a fait le tour. Bon, on a fait le tour Ouais, de l'immobilier sur le Pays Basque. Oui. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un marché, en tout cas, qui est... Ouais, c'est un marché dynamique aujourd'hui, Voilà, qui n'arrête pas, en depuis fait, hein. des années, Voilà. et il n'y a pas de raison que ça s'arrête avec des Vous êtes nouveaux confiant acteurs. quand même sur 2021? Oui, moi je suis, Oui. oui, je suis confiant sur le marché, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acquéreurs que de vendeurs. Oui. Donc même si le marché ralentit, il y aura quand même, si on arrive à parité, au pire, on va arriver à ça. Donc Très bien. ça Ouais. fera, on Puis peut, avec on peut le l'espérer prolongement aussi des- qu'il y ait une baisse de pression sur les prix, que ça Avec baisse le un peu. prolongement des crédits aussi, des financements, je crois. Ils ont Prolongement ajouté des le 2 crédits ans. qui je crois. ont De 25 fait à 2 ans, 26, ouais, 2 ans, voilà, ouais. que le taux d'endettement a lâché un peu jusqu'à Ouais. 35%. Ouais, donc ça donne quand même l'occasion Ça fait, d'investir voilà, ça fait, encore dans l'immobilier, quoi. Exactement. Très bien, bah merci beaucoup Vincent. La semaine prochaine, on va recevoir le président du fichier AMEPI. Voilà, donc justement, on parlait de Il l'AMEPI. y aura des choses à dire, oui. Voilà, donc Des choses. Jérémy, Ça s'appelle Jérémy Bouchou, Hmm. si je ne me trompe pas, hein, au niveau de la prononciation. Donc, merci encore d'être venu. Je vous en prie. Très bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, je mets la petite vidéo de la FNAIM pour finir. Thank you.